un drone de hacking Wi-Fi, une boîte de proxy à IP infini et du reverse engineering de téléphone. C'est juste quelques-uns des projets d'étudiants en cybersécurité à l'école de 1600 qu'on appelle les SideQuest. C'est quoi une SideQuest pour toi? Alors, en fait, un projet de SideQuest, c'est un projet qu'on a en parallèle avec les cours. Ouais. On a totalement la liberté sur le projet qu'on veut faire. On recrute les équipes qu'on veut, quoi. On le soumet à notre prof et après, avec ça, on peut faire un projet qu'on veut du moment que c'est un rapport avec la cybersécurité. Ok. On l'appelait le Wirebee, c'est un drone qui fait du scan de Wi-Fi et qui ensuite pose les points Wi-Fi sur une carte. Donc en fait, il fait de la cartographie de réseau Wi-Fi. Et comment est-ce que tu as l'idée, toi et ton équipe, de faire ce projet-là? On s'est inspiré d'un projet qui existe déjà. Ceux qui font de l'OSINT reconnaîtront peut-être Wiggle.net. C'est une carte open source qui est alimentée par plein de contributeurs différents qui en gros se baladent soit avec leur téléphone, soit en voiture. Ils font du scan de réseau Wi-Fi et ils enregistrent les coordonnées GPS à chaque fois qu'ils font un scan. Ils posent ça sur une map et ça te permet après, quand tu fais de l'OSINT, imaginons que tu trouves le SSID de quelqu'un, donc le nom de Wi-Fi de quelqu'un. Tu peux rechercher ce nom sur Wiggle et il va te donner, s'il a été scanné, les coordonnées GPS approximatives à quelques dizaines de mètres près du réseau Wi-Fi. Voilà. C'est la raison pour laquelle je cache mes SSID quand j'enregistre mon écran de temps en temps. C'est une très bonne chose parce que c'est comme ça que plein de streamers se font SWAT. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, que j'avais fait une vidéo, j'utilisais une grosse antenne. On se dit, oh, elles sont SSID. Souvent, on met des blagues, on met pipi caca ou je sais pas quoi dans son nom de réseau. Mais en fait, si ce nom de réseau il est partagé, on peut savoir où t'habites, quoi. Ouais, c'est vraiment flippant. Et en fait, c'est un truc auquel on pense pas du tout. Et donc l'idée, c'est que nous, on s'est dit, ce serait trop cool de le faire, mais avec un drone. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais fait de drone, parce qu'on n'avait aucune idée de comment faire du scan de Wi-Fi et aucune idée de comment faire de la triangulation / trilatération. Donc ça a été un peu un challenge. Du coup, on a construit un drone, on a fait plein d'erreurs, on a eu plein de problèmes. Donc ça, c'est un drone FPV, donc c'est un drone qu'on a monté nous-mêmes. Alors après, on n'a pas codé le hardware ou quoi que ce soit, hein. Tout ça, c'est des pièces qu'on a achetées, mais c'est de l'open source. Ensuite, j'ai dû faire 30 heures de simulateur, parce que c'est ce que les gens conseillent quand on fait du FPV. Parce que le FPV, c'est beaucoup plus compliqué que le drone classique. DJI, c'est super facile à utiliser. Le FPV, en revanche, t'as pas de stabilisation, le drone, il part un peu où il veut, faut vraiment apprendre. Du coup, j'ai fait mes 30 heures de simulateur. Donc ensuite, après, on a créé une petite pièce en 3D pour monter la board que j'ai pas aujourd'hui. La board, c'est une 7000G. En gros, c'est basé sur le SP32, c'est un genre de hâte pour le SP32. L'idée, c'est que ça rajoute un module 4G et un module GPS. Donc en gros, on a le SP32 qui lui a le Wi-Fi, qui nous permet de faire le scan de Wi-Fi. Ensuite, après, on récupère les coordonnées GPS via le module GPS et on envoie tout ça en 4G par le protocole MQTT vers un serveur Elasticsearch. Ensuite, après, on fait toute la trilatération côté serveur pour essayer de placer des points sur la map pour chaque réseau Wi-Fi, quoi. Si je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'utiliser un drone plutôt que d'utiliser des voitures comme les gens le font? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier ou c'est juste pour le kiff? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que le drone, c'est beaucoup plus rapide. On peut le déployer un peu où on veut, on peut aller là où les voitures ne peuvent pas aller. Et puis, ouais, c'était pour le kiff aussi, hein. Potentiellement, tu peux aller en hauteur s'il y a des immeubles qui sont au 15e étage que tu capterais peut-être pas de la rue. Ouais, avec par ça, exemple. tu peux les capter, quoi. C'est quoi l'intérêt d'avoir de la 4G plutôt que juste stocker en local et le récupérer plus tard? L'intérêt, c'est qu'on envoie ça en direct sur un serveur. Alors après, c'est vrai qu'on peut stocker en local et envoyer sur un serveur plus tard, mais du coup, ça fait du travail manuel en plus. Okay. Donc là, du coup, que la 4G, c'est automatique. Dès qu'il fait son scan, il envoie, il fait son scan, il envoie. C'est quoi, par exemple, la portée que tu peux avoir? Il y a deux portées. Il y a la portée à laquelle tu peux aller avec ce drone et la portée à laquelle le drone peut récolter des réseaux Wi-Fi. La portée, pour le SP32, ça va quand même pas mal dépendre de l'antenne, donc de la qualité de l'antenne, de comment elle est positionnée, de s'il y a des interférences. Je pense qu'on capte les Wi-Fi à peu près 60 mètres, et après ça commence à vraiment bien se dégrader. Ensuite, pour la portée du drone, la portée théorique pour le système de vision, c'est 10 km. C'est théorique, c'est en open field, c'est dans un champ, quoi. En réel, on est à quelques kilomètres. Honnêtement, on l'a pas poussé jusqu'au bout. Okay. Parce qu'en fait, le vrai problème sur les drones FPV, c'est la batterie, en fait. Contrairement à un drone DJI, par exemple, où tu as 30 minutes de batterie, là, tu as 8 minutes de batterie. Alors Okay. après, il va très très vite, hein. Tu peux aller vite, mais il faut que tu aies le temps de revenir, quoi. Ouais, mais tu vas vite, mais pas longtemps, quoi. Là, on est sur du 5 pouces. Si on voulait plus, il faudrait faire un 7 pouces, qui est quand même pas mal plus gros. Mais là, on pourrait avoir du coup 20-30 minutes de batterie. Du coup, qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec? Alors, il fonctionne parfaitement. Le projet, c'est un produit minimum viable, donc c'est pas non plus super fancy. Mais on arrive effectivement à cartographier, faire la trilatération, récupérer les données, poser ça sur une map. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer par ce type de drone-là, FPV, plutôt que d'utiliser un drone classique DJI qui se conduit facilement, etc.? On s'est dit que ce serait dommage de pas faire le drone nous-mêmes. On voulait un peu l'aspect DIY du truc, et puis on s'est dit qu'on avait peut-être des avantages avec le FPV, parce qu'en fait, DJI, les drones classiques, c'est super, mais le problème, c'est que par exemple, DJI, t'as des no-fly zones. DJI va te dire non, t'as pas le droit de voler ici. Alors oui, c'est une bonne chose, hein. Mais nous, on s'est dit, c'est dommage que genre DJI me dise où j'ai le droit de voler, où j'ai pas le droit de voler. Et moi, je vais voler où je veux. On l'a pas fait parce que c'est illégal, mais l'idée, c'est comment on peut faire un peu ce qu'on veut. Le hardware, on peut le changer un peu comme on veut, on peut faire des modifs un peu comme on veut, changer les moteurs, changer tout ce qu'on veut. Ce qu'on n'aurait pas sur un drone un peu plus commercial. Puis après, on est beaucoup plus libre de nos mouvements avec ce genre de drone parce que le DJI va être stabilisé, il va avoir de la reconnaissance d'obstacles, il va dire ouais, je veux pas aller par là parce qu'il y a des murs. Lui, si tu veux l'envoyer dans un mur, tu l'envoies dans un mur, il n'y a pas de problème. Ok. C'est quoi qui a été le plus dur pour toi
peut-être à part le fait de passer à travers 30 heures de simulateur? Alors honnêtement, ça a été déjà toute la recherche qu'il y avait autour de ça, parce que mine de rien, ça a été quand même assez compliqué de faire le truc nous-mêmes. Ça a été pas mal de recherche, j'ai dû apprendre à faire des drones et je ne savais pas du tout le faire. Après, niveau soudure, ça va, je me suis à peu près débrouillé. Ouais, je pense que le plus dur, ça a été toute la recherche qui a été liée au fait de faire un drone, le fait qu'on a commandé des pièces qui étaient incompatibles pas mal de fois, qu'on a dû les renvoyer, qu'en plus c'était en Chine, donc c'était super long. Et on a eu pas mal ce genre de problème. Je pense qu'un des plus gros défauts de ce drone, c'est qu'en fait, il scanne du Wi-Fi en 2.4 GHz. Le truc, c'est que le système de vue DJI, en fait, il fonctionne en 2.4 GHz. Notre système pour la radiocommande fonctionne en 2.4 GHz parce que c'est de l'ELRS. Du coup, en fait, je pense qu'on a peut-être pas mal d'interférences qui font qu'on perd un peu en range, en fait. Mais à part ça, on a quand même un truc fonctionnel, donc on était plutôt content. Une fois que ton drone il vole Alors, et qu'il récupère la position des réseaux Wi-Fi, qu'est-ce que tu peux en faire après? Alors déjà, je vais juste te montrer Wiggle. Donc là, si tu veux, quand on cherche le SSID de l'école 2600, donc là, qui est l'école 2600_student, on va tomber sur à peu près la position de l'école. Donc si on recule un peu, on va voir qu'on est à Montigny, pas loin du théâtre. Donc si tu zoomes un peu, en fait, on voit à peu près la position du SSID. Donc ça veut dire que quelqu'un qui contribue à Wiggle a scanné nos SSID. Donc un moyen de mitiger ça, en fait, ce serait de les changer de temps en temps. Donc du coup, ça c'est Wiggle.net et ça c'est ce qu'on a fait nous. Donc ça c'est notre dashboard Elasticsearch. Alors nous, on a une petite cartographie des sécurités qu'on a rencontrées sur les Wi-Fi. Tu peux voir qu'on a à peu près les mêmes coordonnées que Wiggle. On a beaucoup plus de points que Wiggle parce que je pense qu'on supprime pas bien les duplicats. Et en fait, on aurait pu faire beaucoup plus grand si on avait baladé le drone un peu plus loin, mais vu que c'est pas très légal, on a préféré ne pas voler trop loin, quoi. Ok. Justement, comment ça se passe au niveau légal? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu as le droit de pas faire? Est-ce que tu as besoin de permission, de passer un permis? La régulation française, il me semble que les drones en dessous de 250 grammes, tu n'as pas besoin de les enregistrer. C'est pas le cas du nôtre parce qu'il fait bien plus que 250 grammes, du coup on doit l'enregistrer. Au-dessus, je crois qu'on est censé passer un genre de petit permis aussi, mais je veux pas te dire de bêtises que la régulation a changé il y a pas longtemps. Et après, pour tout ce qui est vol dans les lieux publics, globalement en France, c'est interdit sauf si tu as une dérogation. Si par exemple tu déciderais de continuer sur ce projet, qu'est-ce que tu voudrais rajouter comme fonctionnalité? Alors nous, on aimerait bien essayer de faire du cracking de Wi-Fi, enfin réussir à faire de la déauthentification surtout. On voulait partir sur cette voie, mais je crois que ça a été patché par pas mal d'opérateurs en France. Et du coup, potentiellement, ça aurait pas été super efficace. Mais ouais, c'était une des pistes d'amélioration qu'on avait. Et après, il y avait améliorer toute l'interface aussi. Et potentiellement se passer d'Elasticsearch et passer uniquement sur une solution maison. Mais après, il fallait aussi qu'on reste dans la légalité et il faut le faire uniquement sur des Wi-Fi où on a le droit de le faire. Donc bon, scanner des Wi-Fi, c'est pas très grave, mais commencer à faire de la déhaute et commencer à essayer de craquer des handshakes, là, ça devient un peu plus illégal. Bah, faut faire sur ses propres réseaux, quoi. Mais du coup, si t'es sur un drone et que tu fais voler au-dessus de ton propre routeur, c'est moins marrant, quoi. Du coup, on s'est un petit peu arrêté là pour ce projet-là et après, j'en aurai un autre à présenter où là, on parle de proxy, du coup. Ok, ben merci beaucoup. Mais de rien. C'était super intéressant. On a aussi une partie aujourd'hui de Main Quest qui sont pour moi des travaux dirigés que tu fais, qui sont la continuité du cours de l'enseignant. On le fait par groupe avec des tirages aléatoires. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de pouvoir répliquer ce que tu peux retrouver dans l'environnement professionnel. C'est-à-dire, parfois, tu travailles pas toujours avec les personnes les plus compétentes ou les personnes avec lesquelles tu es le plus proche. Et on essaie parfois, dans la mesure du possible, de faire en sorte que la note qui t'est attribuée est la note du plus faible. Ce qui est assez marrant quelque part, parce que en sécurité, il y a un côté survivaliste. On peut tous être très bons. Si on a un d'entre nous qui laisse une faille béante, on sait que c'est terminé. Donc on essaie plutôt d'avoir une formation où le collectif prime sur l'individu. Comme le dit Axel, le but c'est que chacun puisse être à son niveau hyper béton sur sa sécurité. La cybersécurité, c'est aussi une question de chaîne et on mesure la solidité d'une chaîne à celle de son maillon le plus faible. Donc l'objectif, c'est que le maillon le plus faible du groupe soit suffisamment fort pour assurer vraiment la force globale du groupe. Et après, sympa sur les side quests. Donc, la side quest, comment on peut le traduire? C'est 20% minimum du temps annuel de cours. Ce sont des groupes de 8 élèves maximum qui vont soit nous faire des propositions en jury sur des projets qui doivent avoir un rapport obligatoire à la Sécu. Et nous, après, on doit le valider sur un plan légal. Parce qu'on a eu des propositions de side quest un peu border, genre, je vais m'amuser à manipuler les spectres. Aujourd'hui, la fréquence radio, tu te dis, on va se faire soulever par l'ARCEP en 5 minutes, donc c'est pas une bonne idée. On a certains projets, même s'ils sont acceptés sur un plan légal, on a une obligation de ne jamais distribuer le code source, comme tu peux l'imaginer. Ou on a des side quests qui sont faits en partenariat avec les industriels. On a un constructeur automobile, un fabricant de drones et l'État français, sur lequel on intervient dans le cadre de partenariats communs. Il y a une validation aussi académique. Il faut qu'il y ait un lien avec les compétences qui doivent être acquises par l'étudiant. Ça lui permet aussi de développer sa créativité et sa créativité orientée et au service de sa montée en compétences techniques. Et ça, c'est assez intéressant. Ce qu'on fait au niveau des side quests, pour moi, c'est aujourd'hui de confronter le fantasme et la réalité. Et c'est quoi le but? Qu'est-ce que ça apporte de faire ça? Ça dépend du projet. On a chacun des objectifs à réaliser quand on fait le projet. Et on a de la chance parce que du coup, on peut tous travailler ensemble. Donc, je peux aller voir des gars qui sont dans une autre side quest. Je peux demander à mon professeur. Je peux demander à des intervenants aussi. On a voulu répondre à une problématique qui dit que actuellement, au XXIe siècle, il y a des leaks de données, il y a les données qu'on pourrait mettre par inadvertance sur Internet. Typiquement, un
un Facebook, un Instagram, quelque chose qu'on aurait laissé en public. L'idée ici, c'est d'apporter un petit peu plus de transparence et surtout d'accessibilité à une personne qui serait novice, on peut dire ça comme ça, et qui aura un petit peu plus de mal. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une sorte de toolbox OSINT qui nous permet en fait d'avoir un petit peu plus d'infos sur une personne, sur Internet. Ça s'adresse au grand public. C'est pour ça. pouvoir plus facilement savoir où nos données elles se baladent en gros. Ouais, c'est vraiment qu'est-ce qui est accessible sur nous. On peut dire à une personne, voilà, alors aujourd'hui, il y a ça qui est accessible sur toi, ça. Toutes ces empreintes qu'on laisse sur Internet, en général, comme on n'a pas la main dessus et il y a beaucoup de choses qui restent sur Internet, tout reste sur Internet. Donc nous, on a voulu imager ça avec une partie submergée de l'iceberg, c'est pour ça qu'on a choisi ce logo. Et donc le nom de la SideQuest, c'est YourTrace. Donc c'est une toolbox réellement accessible sur un navigateur. Typiquement là, avant la démo, j'ai déjà créé un utilisateur avec ton adresse email. Ok, donc premièrement, déjà, comment est-ce que tu as fait pour trouver mon adresse email? J'ai utilisé une technique d'OSINT, du coup, sur GitHub. Ce que je fais, c'est que je vais sur ton GitHub et que je prends un de tes tools qui existent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder un commit que tu as pu faire. Et tu vois, là, dans le commit, là-haut, dans l'URL, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter .patch. Et en fait, j'ai ton email. Parce qu'en gros, quand j'utilise GitHub, parfois j'utilise mon email privé que j'utilise avec GitHub. Ouais, c'est ça. Et après, à partir de cette adresse email, tu pourras rechercher d'autres trucs. Donc moi, pour la démo, j'ai récupéré ton email pour le passer dans mon tools. Ok. Mais dans l'idée, mon tool est censé le faire lui-même avec ton utilisateur. Je dis mon tool, mais on est plusieurs quand même dessus. Ça, c'est une recherche que j'ai lancée tout à l'heure. Donc là, typiquement, on a une requête qui part dans back-end et on a un contrôleur qui va envoyer la requête à une toolbox et la toolbox, elle renvoie au contrôleur, le contrôleur envoie au site web. Et là, je vois que avec ton nom d'utilisateur, je peux te trouver sur divers sites. Partout, ouais. Et avec ton email, je peux te trouver par exemple sur Pinterest ou sur Spotify. Ok, donc il y en a certains, tu me trouves avec le nom d'utilisateur. Ouais, c'est ça. Certains, tu me trouves avec l'adresse email. Comment est-ce que tu sais que j'ai un compte sur Replit ou sur Spotify, par exemple? Les deux tools que j'ai sélectionnés aujourd'hui, c'est des tools qui existent déjà, qui ont été créés par un utilisateur qui nous a gracieusement donné ça à la commu. Mais nous, en local, on a des scrappers. Typiquement, qui utilisent des techniques comme celles que j'ai montrées sur le GitHub. C'est simplement un navigateur web que je vais avoir sur un terminal, on va dire ça comme ça, et qui va aller effectuer des requêtes et récupérer un résultat et scraper en fonction d'une certaine balise HTML. Donc en fait, tu connais les URL qui montrent par exemple une page de profil, et dedans, tu vas mettre l'adresse email ou le nom de compte, et regarder après si ça retourne quelque chose ou pas. C'est et ça. si ça retourne quelque chose, ça veut dire que j'ai un compte là-bas. C'est ça exactement, c'est l'idée. Il y a d'autres types de techniques pour arriver à ça. On a qui utilisent la technique du mot de passe oublié. Typiquement, je prends ton adresse mail et je vais la rentrer dans un site X et je fais mot de passe oublié. Si le site est bien fait, Il va te donner un message générique. Ouais, si l'adresse email existe, je t'ai envoyé un mail. Mais dans certains cas, c'est adresse email inconnue ou OK, c'est bon. Et du coup, si c'est OK, c'est bon, j'ai gagné quoi. En fait, suivant les sites, il peut y avoir différentes techniques pour pouvoir savoir si tu as un compte. Et donc, certaines, ça peut être assez évident comme juste la page de profil. Mais certaines, il y a des techniques un peu plus avancées ou comme tu as dit, faire une récupération de mot de passe et regarder le message que ça donne. Il peut y avoir un message différent si j'ai un compte ou si j'ai pas de compte. C'est ça. Du coup, comme j'ai dit après, dans l'idée, mon outil il est censé être utilisable simplement par toi et toi-même, puisque c'est pas un outil que j'aimerais déployer à grande échelle pour faire de l'OSINT comme ça à proprement parler. Tout le monde pourrait trouver des données sur toi. Alors aujourd'hui, effectivement, je l'ai déjà fait en amont pour la démo, mais c'est pas la portée que j'aimerais qu'elle ait. J'aimerais qu'elle ait cette portée de donner un petit peu plus de pouvoir en fait à tout le monde pour pouvoir mieux gérer cette empreinte numérique qu'on laisse derrière nous. Ça pose certaines problématiques parce que comment être sûr de m'authentifier en tant que moi, en tant que quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est compliqué à faire. On a des solutions qui existent déjà par le gouvernement notamment. Donc du coup, une fois que je commence à prendre conscience un petit peu que j'ai mes données qui traînent un peu partout, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Nous, dans l'idée, ce qu'on voulait faire, c'était ajouter une petite partie à propos didacticiel et on voulait ajouter une sorte de FAQ qui puisse mettre des mots sur quelque chose, en fait, réellement, et donc sensibiliser. On souhaite aussi également ajouter des petites aides. Typiquement, la technique que je t'ai montrée sur GitHub, c'est patchable. C'est-à-dire que si aujourd'hui je vais dans les paramètres de GitHub, de confidentialité, je peux lui dire, OK, dès que tu vas voir tel ou tel commit de moi, tu me mets une fausse adresse email. Donc c'est un no reply GitHub, quelque chose, mais c'est une sorte d'alias en fait, et qui va pas du tout leak des adresses email. Pourquoi? Parce que, typiquement ce mécanisme-là, personnellement, j'étais pas au courant avant de faire la recherche. Et en fait, c'est assez puissant parce que si t'as un compte pro et un compte perso, et que sur ton Git, t'as paramétré ton compte pro, et du coup que tu pushes en perso, t'as quand même ton adresse email qui est push en pro. Ça, c'est ce qui m'arrive moi tout le temps, parce que j'essaye d'utiliser mon adresse pro Cocadmin, mais de temps en temps j'utilise mon adresse perso, et du coup il suffit d'une fois, et puis ça lit quoi. Donc c'est là où vous en êtes maintenant. Si jamais tu décides de continuer à travailler dessus, qu'est-ce que tu penses que tu ajouterais? Je pense qu'on continuerait à ajouter des sources sur lesquelles on irait récupérer des informations, des sites web, etc. On essaierait de custom un petit peu plus la chose et pas passer par des outils, pas grand public, mais des outils qui existent déjà au maximum, histoire de pouvoir contrôler la donnée encore une fois. Ou alors on irait fork des projets qui existent déjà pour le faire à notre manière.
Ok, cool. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Alors le but c'est de synthétiser tout ce qu'on peut faire en forensique et en réponse à incident. On a beaucoup de scopes, beaucoup d'outils qui sont déjà présents sur la forensique. Le problème c'est qu'on n'a pas une place centralisée dans laquelle on peut faire de l'analyse d'artefacts. Et nous la solution avec laquelle on vient c'est d'aborder la forensique comme un module avec plein de petits modules qu'on développe en Python. Okay. Sur lesquels on peut se greffer, réutiliser de la donnée, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est la forensics? Alors la forensics, ça vient en premier lieu les médecins légistes, donc les personnes qu'on va ramener sur une scène de crime où ils vont récolter des preuves, des évidences, les analyser, les mettre bout à bout et tirer des conclusions sur les causes de la mort, les potentiels auteurs. Dans le domaine informatique, c'est exactement la même chose, donc on va regarder les preuves qui ont été laissées, qui sont les potentiels auteurs, quelles armes ils ont potentiellement utilisées quand on parle de malware, de rootkit, ce genre de choses-là. On va essayer d'établir les causes, la manière dont ça a été fait, l'heure du décès, donc la machine à quel moment elle était infectée. La personne, qu'elle le veuille ou non, va forcément laisser des traces. Le but, c'est de les extraire et de les rendre exploitables pour donner un rapport et dans le cadre d'un CTF, extraire un flag parce qu'on sait que la personne a utilisé tel procédé et que c'était le but de la mise en place de l'attaque. Est-ce que c'est plus pour aider en CTF ou plus pour l'utiliser en entreprise ou c'est quoi? Alors justement, on est dans une sorte d'entre-deux, nous, où l'outil a été en premier lieu pensé pour faire du CTF, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin professionnel aussi dans la forensique et dans ce qui était open source de ce genre de framework. Donc on le pense maintenant un peu plus dans notre manière de dev, dans une chose où on aimerait que des personnes en entreprise soient capables aussi de l'utiliser. Toi, là, ton outil, tu m'as dit, il permet de regrouper différents outils, différents modules pour pouvoir aider à faire du forensics. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu plus concrètement à quoi ça ressemble? Là, par exemple, on est sur Wireshark, donc c'est l'outil principal qu'on utilise quand on fait de l'analyse réseau. Là, on est face à une capture d'un fichier PK. C'est un fichier standardisé dans lequel on décrit les données d'une certaine manière. Donc il y a des champs connus, typiquement le protocole TCP qui est l'un des protocoles les plus connus en réseau, qui te permet de transférer de la data et de vérifier que la data a bien été reçue avec un handshake, donc on dit qu'on a bien reçu la donnée. Donc tu as différentes phases. Tu vas avoir la phase SYN qui va être la requête que tu vas envoyer, l'ACK qui va être l'acknowledgement, donc le fait qu'on prenne connaissance du fait que la requête a bien été reçue, puis après on a la réponse de la personne. Donc ça c'est ce qu'on aurait à utiliser si on avait juste l'outil Wireshark et qu'on n'avait pas de framework du tout. Donc comme on peut le voir, ça fait beaucoup de data à processer à la main. Parce que chaque paquet réseau qui passe peut être une preuve. Pour trouver le paquet en question que tu as besoin. Quand tu dois traiter des dizaines de milliers de trames, voire plus dans certains cas, le faire à la main est juste pratiquement impossible. Et c'est là où notre outil vient apporter, on va dire, une plus-value. C'est qu'on va vraiment parser le PCAP de A à Z, extraire des champs qu'on juge pertinents avec notre analyse des attaques récentes, de ce qu'on peut voir en CTF, etc. On arrive à établir un degré de pertinence de ce qu'on cherche et on va mettre des heuristiques, des caractéristiques qu'on veut voir plus que d'autres, notamment le TCP, l'HTTP où il y a beaucoup de commandes C2, donc des communications avec un serveur malveillant ou de l'exfiltration de données. Là, j'ai fait un léger snippet sur Jupyter Notebook pour montrer un peu des features de manière atomique. Donc là, le premier snippet de code, ce qu'il fait, c'est que je génère un objet en Python, parce que tout le framework a été pensé en orienté objet. Je génère un objet où j'extrais toutes les trames. Donc là, j'ai réussi à en extraire 7 dans le fichier que je lui ai joint. Il va me les lister et créer un itérable. Je vais pouvoir lui dire d'extraire tous les champs DNS de la requête, du coup de mon fichier qu'on voyait plus tôt ici. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va parser le JSON, qui est une manière d'écrire la donnée, et il va réussir à extraire tous les champs DNS, donc les requêtes vers des sites web typiquement. Juste pour résumer un petit peu, imaginons quelqu'un accède à un serveur et puis il veut extraire des données, mais comme il y a des firewalls et plein de règles de réseau qui font que tu peux pas extraire des données comme ça, et ils utilisent une règle qui est là la plupart du temps qui va autoriser le trafic DNS parce que le serveur il a besoin de résoudre les noms. Et donc en utilisant le trafic DNS, comment est-ce qu'il va faire pour extraire des données avec ça? Est-ce que ça va être dans le champ de la query qu'il va faire ou est-ce qu'il y a des champs de données que tu peux mettre? C'est super intéressant comme question, surtout qu'on a un scope. En fait, on se rend compte que même sur une type de technique qui est la DNS exfiltration, on a vraiment plein de moyens de le faire. Tu as la manière naïve qui va être dans le subdomain. Là, c'est la manière qu'on a implémentée pour l'instant. C'est-à-dire que là, tu as ton cdn optimizely.com et au lieu de cdn, tu vas avoir un truc en base 64 qui va être le résultat d'une clé, par exemple, chiffrée que le gars veut exporter pour pouvoir se reconnecter en perma sur le serveur. Là, c'est un autre module que j'ai fait que je trouve intéressant et justement qu'on a implémenté quand tu me posais la question de est-ce que c'est CTF ou est-ce que c'est pro. Là, on est en plein dedans. C'est quelque chose que tu vas rarement voir en CTF et qui est beaucoup plus porté sur ce qui est professionnel. C'est ce qu'on appelle les IOC, donc les indices de compromission en français. Donc c'est le fait qu'il y ait des métriques qui te permettent d'établir qu'une IP tierce est malveillante. Donc là, ce que je fais, après avoir extrait les mêmes champs du dessus, donc mes URL, je peux lui passer la liste des URL et lui demander de faire des requêtes vers une API. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il exfiltre tous les champs DNS
il fait une requête API vers un site qui s'appelle URL Scan. Et si tu vas sur le site en question, ça c'est un truc que j'ai fait avec justement avec le call de l'API, tu as un petit résumé avec un score de confiance, où le site est hébergé, est-ce que le site a l'air legit ou non. Et du coup, ça te permet d'établir justement, encore une fois, des indicateurs qui te permettent de faciliter dans ton analyse. Typiquement, si on voit qu'il y a un trafic à une certaine heure qui ne correspond pas à la zone géographique de l'IP vers lequel on va, on peut faire de la corrélation et se dire que c'est bizarre que sur le fuseau français, t'aies plein de requêtes du Brésil qui apparaissent à une heure précise, même si le site a l'air legit. Et c'est là où justement la partie intelligence qu'on peut avoir en CTI, donc Threat Intelligence, c'est qu'on a de la donnée et on veut la transformer en renseignements exploitables. Et typiquement, c'est avec ce genre d'implémentation qu'on utilisera beaucoup moins en CTF, mais qui peuvent être utiles dans le milieu du travail, on a un outil qui est justement versatile et qui peut servir à plein de cas différents. Ok, parce qu'effectivement, là, ça fait le check vers l'API pour savoir si c'est une requête bizarre ou pas, mais aussi ça te donne le pays auquel correspond ce données. C'est ça. Donc après, ça, ces données, c'est du JSON. Donc rien ne t'empêche d'extraire un champ country, par exemple, pour les pays, et de faire une moyenne et de voir, par exemple, encore une fois, par rapport à l'infra qui a été attaqué, on parle d'un site français. Si tu vois que toutes tes URL tapent vers la Russie, c'est un peu suspect. Typiquement, si dès le début, on sait que la personne va dans une arborescence précise du système, on peut se dire que soit c'est pas la première fois qu'elle est venue, soit qu'il y a des informations qui ont leaké ou que c'est quelqu'un qui fait ça en interne, parce que t'es pas censé connaître l'arborescence de la machine sur laquelle tu arrives. Donc si tu vois que son première commande 4, c'est d'aller dans une sous-racine de répertoire et directement choper un truc, ça te permet de cloisonner l'espace des personnes que tu suspectes à des personnes qui étaient très proches du projet. Et toutes ces données-là, c'est ce que je disais, c'est vraiment le principe d'intelligence, de donner de la valeur à juste des données brutes. C'est vraiment le fondement de notre outil. C'est quoi pour toi les plus grosses difficultés que tu as eues dans ce projet? On est amené à traiter beaucoup de données. Du moment où tu ouvres des gros fichiers en plus formalisés, c'est pas juste des fichiers texte, il y a vraiment énormément de champs dans un fichier PCAP, je peux le montrer rapidement. Si j'ouvre le fichier que j'ai processé assez rapidement justement quand je voulais montrer, mais juste avec l'outil T-Shark qui est en gros le CLI de Wireshark, je lui demande de m'ouvrir ça. Que là je prends par exemple un shell sur lequel je suis sur le CTF 404 et que je lui dis de me le formater en JSON. On voit que c'est énormément de données. Donc là, il va analyser les 8000 trames, il y en a à peu près 8000. Et typiquement, là, la refonte sur laquelle je suis en train de travailler, qui est encore plus optimale, si jamais je lui demande de processer exactement le même volume de données, là, il vient de le faire. On est sur 8024 lignes. Qui vient de processer du fichier que je t'ai montré juste avant avec T-Shark. Donc là, tu l'as processé en 1 seconde et demie. C'est ça. Alors que Wireshark, il a pris comme... J'ai carrément cancel la commande parce qu'il allait continuer pendant un moment. Mais il y a eu ce souci de performance là, où il a fallu penser le projet pour que ça soit suffisamment performant. Mais avec Python, tu peux justement, contrairement à des langages très bas niveau, avoir ce souci où ça va très vite consommer de la performance. Du coup, on a dû penser à tout un tas de stratégies pour tout ce qui est cache, comment on stocke la donnée aussi, la stocker de manière plus intelligente et pas forcément processer toute la donnée. Comme je disais, avec les champs qu'on choisit de prioriser, il y a des champs qu'on va juger beaucoup moins utiles, typiquement dans une trame, tout ce qui est dans le modèle OSI, première layer, deuxième layer, donc tout ce qui va être ton IP et ton Ethernet, donc vraiment les couches qui ont très peu d'intelligence, qui sont très proches d'électronique en fait, c'est très compliqué de faire des attaques sur des protocoles comme ça. Vu que tu as peu d'intelligence, pour faire de la forensique, il faut avoir une grande compréhension de ce qu'on cherche. Du coup, tu peux pas écrire un outil en forensique si tu comprends pas l'attaquant dans un premier lieu. Donc ça demande d'avoir la casquette de développeur, mais aussi des enjeux, des vecteurs les plus courants d'attaque et d'avoir un peu un pas d'avance sur les attaquants pour relever des métriques qu'ils ne pensent pas que tu allais relever. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma side quest sur donc le modding des Sony Ericsson. Celui-là, il date de 2007 et celui-là date de 2009. Je l'ai appelé Opération SE pour faire un jeu de mots avec Social Engineering vu qu'on est dans le monde de la cyber. Et globalement, je vais parler des Sony Ericsson. Et du coup, c'est quoi, selon toi, le plus gros intérêt? Est-ce que c'est juste pour le kiff ou est-ce qu'il y a d'autres utilités de pouvoir customiser des téléphones ou des appareils qui sont aussi vieux? Alors, le fait de pouvoir customiser ces appareils, ça peut apporter des fonctionnalités qui seront peut-être modernes. Moi, j'aime bien m'en servir comme baladeur, donc admettons le support du format FLAC, par exemple. Ensuite, oui, il y aurait peut-être un intérêt, on pourrait s'en servir comme un petit gadget parce que ça a du Bluetooth, ça a de la 2G. Peut-être combiner ça avec un flipper, je sais pas. Le truc, c'est que c'est avant tout une side quest de préservation, puisque le but ici est de préserver le travail de toute une communauté qui modifie ses téléphones en tant que hobby en fait. Et le truc, c'est que vu que c'est mal préservé, tout se perd. Du coup, le but, c'est de centraliser toutes les connaissances en anglais, histoire que tout le monde puisse y avoir accès. Je présente un petit peu sous forme d'un Wikipédia. Donc c'est principalement du côté historique un petit peu. C'est ça. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être même ne serait-ce que comprendre l'évolution de... C'est ça. Et aussi, ça permet d'apprendre un petit peu le reverse, etc., sur des bases plus simples.
parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les protections qu'on avait maintenant. Ouais. Les firmwares sont en clair, on peut directement aller les regarder avec un désassembleur. Il doit y avoir des vulnérabilités là-dessus qu'on peut trouver assez facilement ou des vulnérabilités préexistantes déjà documentées. Donc du coup, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Premièrement, ce qu'on peut faire avec le modding, donc sur le téléphone, et ensuite montrer les outils un petit peu austères qu'on a pour modifier les téléphones justement. Hop. Donc là, ce téléphone, c'est un S500 comme c'est marqué ici. À l'époque, comme il n'y avait pas trop de checks de sécurité qui se faisaient et que Sony Ericsson sortait beaucoup de modèles, en fait, ils ont sorti un modèle qui était exactement pareil, qui s'appelait le W580, qui est donc un modèle Walkman possédant des fonctionnalités supplémentaires de lecteur audio. Et du coup, on peut flasher le firmware du W580 sur le S500 sans aucun check ou rien et ça marche tranquille. Parce que c'est le même hardware derrière. C'est ça. Donc là, regardez, il y a le lecteur Walkman. Sinon, selon moi, la fonctionnalité la plus intéressante pour le modding, c'est le support ELF. C'est un format d'exécutable, donc qui est principalement utilisé sous Linux, mais aussi d'autres OS. Et le truc, c'est que des gens de la communauté ont réussi à modder le support d'exécutable natif, donc ELF, sur le téléphone. Parce que de base, si on veut lancer des applications tierces, on doit passer par des applis Java qui tournent dans une VM Java. Ce qui fait qu'on est plus limité en termes de performance, étant donné que quand il y a une machine virtuelle, on prend un hit en performance. Ouais. Là, on a des exécutables natifs qui donc tournent directement sur le processeur au même niveau de privilège que l'OS. C'est quel type de processeur qu'il y a dedans? C'est un processeur ARM de 100 et quelques MHz. On n'a pas besoin de plus à l'époque. Là, je vais vous montrer Doom, toujours. Ah, le fameux Doom. Doom peut tourner n'importe où, y compris sur Sony Ericsson. C'est qui va finir par être assez jouable. Enfin, niveau framerate, niveau contrôle, c'est une autre histoire. Là, il y a bien Doom qui tourne. Ouais, il tourne quand même bien. Ouais. Peut-être facile 20, 25, 30 FPS, quoi. Ouais, des gens jouaient dans ces conditions-là à l'époque quand Doom est sorti, quoi. Et est-ce que ça, c'est sorti à l'époque où le téléphone est sorti, ou est-ce que c'est beaucoup plus tard? Ça a dû sortir peut-être 2 ou 3 années après. C'est dans l'époque où ces téléphones-là étaient globalement utilisés. Pour l'époque, je pense que c'était quand même considéré comme un smartphone, parce que le fait que tu puisses le connecter à ton ordinateur, j'imagine que tu dois avoir un navigateur internet dedans. C'est ça. Le navigateur internet, il est de base, même si bon là, il va pas trop marcher. Sûrement dû à la carte prépayée que j'ai mis dedans. Et Ouais. voilà. Ouais. Sinon, il y a d'autres choses. J'avais parlé d'émulateurs. Donc, il y a un émulateur Game Boy et Game Boy Color et un émulateur Game Boy Advance. On lance lequel? Game Boy Advance. Il y a Final Fantasy Tactics qui tourne dessus, assez aisément. Bon, après, il y a des petits glitches graphiques et l'émulation n'est pas full speed, mais il faut aussi attendre venant un téléphone qui soit aussi vieux. C'est ça que je me dis, parce que la Game Boy Advance, c'est pas si loin en termes de Ouais. processeur qu'un Bah, ARM 100 MHz. Quoi. Alors, la Game Boy Advance, elle avait un processeur ARM de 16 MHz. Ok, donc il y a quand même Et une bonne du différence. coup, ouais, il y a une petite différence de fréquence, mais mis à part ça, ouais, c'est la même architecture. Et en parlant d'émulateur, on pourrait avoir un gain de performance en utilisant celui-là. Donc celui-là, il est plus récent, il date de 2009. Mais malheureusement, pour donc le modifier, il faut changer le type de certificat que le téléphone a. Il se repère avec des codes couleurs. Les deux ont un certificat rouge. Le rouge est utilisé pour les téléphones qui vont être destinés à la vente des consommateurs classiques. Mhm. Et le but, c'est que sur ceux-là, on est obligé de changer le certificat vers la couleur marron, qui est le certificat du mode développeur, histoire d'avoir accès à plus de fonctionnalités. Et pour l'instant, c'est faisable qu'avec des outils payants ou une box d'unlock qui vaut 100 à 150 €. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les outils qui servent à flasher et à modifier celui-là. D'abord, je vais vous montrer donc XS++, qui est un outil qui permet de flasher des firmware sur le téléphone. Donc celui-là, je vais pas le reflasher bien évidemment parce que j'ai passé beaucoup de temps à le modifier. Mhm. Mais je vais juste montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais retirer la batterie pour que ce soit plus probant. Il faut que je le mette en mode recovery. Donc là, XS++, c'est un outil qui permet de flasher les téléphones. Ouais. Et j'imagine que tu as cet ordi-là parce que ça tourne que sur Windows XP, parce que Alors, ils sont jamais mis à jour. L'outil peut probablement tourner sur des versions ultérieures de Windows, mais j'ai pris un PC avec Windows XP pour m'assurer qu'au moins c'est compatible et que j'aurai pas d'embrouille vis-à-vis de ça. Ok. Parce que c'est ce qu'utilisaient les gens à cette époque-là, en fait, tout simplement. Ouais. Donc là, je vais vous montrer comment XS++ fonctionne. Si j'ai les fichiers du téléphone sur le PC, il faut juste que je les extrais. Donc le logiciel, il se présente comme ça. Donc il faut mettre le téléphone en mode recovery. Donc pour ça, il faut réinsérer la batterie. Il faut maintenir C, on le Ok. maintient et puis on le branche. Donc il faut avoir installé un driver au préalable, donc qui sont les drivers USB du mode recovery. Et une fois que c'est fait, on peut juste cliquer connect. Et là, on voit qu'il a réussi à déterminer le téléphone. Donc on a le main firmware qui est un fichier qui se finit en .mbn. Et ce fichier-là, en fait, il contient tout le code que le téléphone va exécuter pour faire ses fonctions de téléphone, donc le code de l'interface, etc. Ensuite, il y a le file system qui a du code dedans, mais il y a principalement en fait les fichiers du file system interne. Donc auquel on peut pas accéder en temps normal. Quelques paramètres d'application, des sonneries, les fichiers qui sont inclus avec le téléphone, les thèmes aussi. Il peut y avoir aussi les paramètres je sais pas, du lecteur Walkman aussi. Ok. Et c'est ce genre de choses. Et ensuite, il y a le Customized File System. Donc ça, c'est important parce que sans ça, le téléphone ne va pas fonctionner. Mais en gros, ce que c'est un set de fichiers de customisation qui vont aller dans le file system. Donc là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est animation post-boot. En fait, quand on tape le code PIN de la carte SIM, on va avoir une animation qui se joue. Et ben, en fait, tout ça pourrait être remplacé par l'opérateur, afin qu'il y ait un thème spécial opérateur. Et sur celui-là, il y avait le thème de SFR qui était absolument abominable. Du coup, j'ai reflashé le téléphone pour qu'il soit vanilla, entre guillemets. Qu'il n'ait pas une apparence de téléphone opérateur avec toutes les pubs, entre guillemets, de fonctionnalités qu'il pouvait y avoir dedans. Une fois qu'on a ces trois fichiers-là, on flash. Et puis, normalement, le flash
se passe en une dizaine de minutes. Et une fois que c'est fait, on peut redémarrer le téléphone et le téléphone est flashé. Sinon, une autre fonctionnalité que j'aimerais montrer, c'est parcourir le système de fichiers interne. Donc ça, on peut pas le faire en temps normal parce que quand on va brancher le téléphone en USB normal quand il est allumé, on va avoir que la partie qui veut nous montrer, c'est-à-dire la partie user. Le système de fichiers interne, il y a beaucoup plus de fichiers que ça en fait. Je vais vous montrer. Pour ça, il faut que j'ouvre File Manager. Vous allez comprendre quand je vous dis que les outils sont vieux. Celui-là, il est vraiment très vieux. Voilà. Oula. Donc ça, c'est un File Manager, c'est un gestionnaire de fichiers en TUI qui est fait par Eugène Rochal. C'est le mec qui a fait le format d'archives rares et WinRAR. Le gestionnaire de fichiers est très modulaire dans le sens où il a tout un système de plugins et la communauté justement a écrit des plugins pour les Sony Ericsson. Dans les deux plugins clés qu'on va utiliser, c'est Just the Flasher. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il active quelque chose qui s'appelle le breaking, un peu à l'image du jailbreaking sur iOS qui te permet de customiser le système en profondeur. Ensuite, celui qui va nous intéresser là, c'est SEFP2, donc Sony Ericsson File System Plugin 2, qui nous permet juste de parcourir l'arborescence interne du téléphone. Donc là, comme la suite de certificats, c'est des RAID, en fait, il va juste nous laisser regarder ce qu'il y a comme fichier et écrire dessus. On ne pourra pas lire. Mais si on a des certificats Brown, donc de développeurs, on pourra copier les fichiers depuis le file system vers notre ordinateur. Donc là, je vais le brancher en maintenant C, encore une fois, en mode recovery. Comment est-ce que tu as fait pour trouver toutes les infos? Quel logiciel il faut? Comment tu sais qu'il faut appuyer sur C quand on branche le téléphone? Comment tu sais qu'il faut ce programme-là? Justement, c'est ça le point compliqué, c'est que j'ai dû parcourir un petit peu tous les forums qu'il y avait sur ça, qui sont encore en ligne, parce que l'un des plus gros forums qui contenait ce genre d'informations, qui s'appelait Sense, SE-NSE, est mort. Et du coup, on doit chercher sur d'autres forums comment ça se passe. Par exemple, pour les trucs qui ont été faits assez souvent, les tutoriels sont assez bien écrits, mais par contre, on peut tomber sur d'autres tutoriels dans d'autres langues. Par exemple, le plus souvent, ça va être le russe. Et souvent, il y a un souci avec ces forums, c'est qu'il faut créer un compte pour récupérer des fichiers, mais pour s'inscrire, le serveur mail qui envoie le mail de confirmation est mort. Sinon, pour les fichiers, donc c'est le plus dur à trouver, vu que souvent, ils utilisaient ForShared comme hébergeur. Donc heureusement que ForShared est toujours up et il nous permet même de faire de la recherche de fichiers. Donc on peut utiliser la barre de recherche pour rechercher les firmware, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu les firmware pour mes deux téléphones qui sont là-bas. Et est-ce que tu me parlais un petit peu de ton mini PC? Mon mini PC, bien sûr. Donc ça, c'est un Samsung Q1 Ultra. C'est un mini PC qui tournait sur Windows XP à l'époque. C'est un truc vraiment pas puissant. Donc il y a un Pentium monocœur à 800 MHz et 2 Go de RAM. C'est fou que dans une aussi petite tablette, tu as un port VGA, un port RJ45. C'est assez étonnant. Et ouais, c'était une époque où les constructeurs cherchaient juste à avoir l'ordinateur le plus petit du monde. Même avec les téléphones. Ouais. Pour ça tient dans la main, c'est minuscule. Ouais, le but, c'est de faire petit, alors que maintenant, on fait de plus en plus grand. Alors maintenant, on fait de plus en plus grand parce qu'on va avoir de plus en plus de surface utilisable sur nos appareils. Globalement, c'est une époque qui était assez marrante et c'est dommage que j'ai pas pu la vivre tant que ça parce que j'étais assez petit quand même. Et du coup, maintenant que j'ai du vieux matériel, c'est l'occasion de me replonger dedans. C'était quoi pour toi les plus grosses difficultés dans ce projet-là? Niveau technique, ça ne demande pas vraiment de connaissances très avancées, vu que installer des logiciels, les flasher, c'est un peu à la portée de tout le monde. Tant qu'on a un tutoriel pour le faire et qu'on a une bonne marche à suivre, c'est assez facile. Le problème, c'est vraiment la recherche d'informations. D'où le projet de préservation. Comment est-ce que tu as eu l'idée de choisir ça comme SideQuest? Il y a quelques mois, en fait, j'avais carrément oublié l'existence de ces téléphones. Et ensuite, il y a une vidéo du youtubeur Janus Cycle, qui parle souvent de technologies assez obsolètes, etc., qui a fait une vidéo sur les Sony Ericsson et le breaking, donc l'équivalent du jailbreak de Sony Ericsson. Ça m'a débloqué une case dans la tête et je me suis dit, wesh, mais mon daron, il avait ce genre de téléphone. Et je me suis rappelé que je m'en servais aussi, que j'aimais bien. J'en ai recommandé et j'ai commencé à bidouiller là-dessus, voir ce qu'on pouvait faire avec, etc. Donc j'ai pris ces téléphones-là du point de vue que j'aurais maintenant en tant que quelqu'un qui aime bien bidouiller un petit peu toute la tech qu'il a. Et que tu as eu un peu la nostalgie des gadgets de l'époque. C'est ça. Tu te dis, autant faire maintenant ce que tu n'avais pas forcément les capacités pour faire à l'époque, quoi. C'est ça. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. Toi, tu avais une deuxième SideQuest et ça consiste en quoi en gros? Quel problème ça règle et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est pas une SideQuest en entier, du coup, c'est une brique d'une SideQuest. Donc, c'est un des modules dont on avait besoin pour l'exécution de la SideQuest. En gros, la SideQuest, initialement, je vais pas trop en dire, mais c'était basé sur le scrapping. Donc, ça impliquait de scraper beaucoup de données. Donc, pas juste du texte, donc potentiellement des médias. Il fallait le faire assez bien. Dès que tu veux faire du scrapping un petit peu à grande échelle, il faut forcément des serveurs proxy. Donc, en gros, des serveurs proxy, pour ceux qui savent pas, globalement, ça te permet de changer d'IP, en fait. De passer par un serveur qui va faire les requêtes à ta place pour que, en fait, le site web voit l'IP du serveur et non la tienne. C'est à peu près ça. L'idée de faire du scrapping, c'est d'essayer de récupérer des données automatiquement sur le web, donc que ce soit sur des sites web, mais sur des applications. Le truc, c'est que si tu vas sur X maintenant et que tu essayes de récupérer une grande quantité de données avec une seule adresse IP ou avec un seul compte, en fait, tu vas vite te faire limiter. Twitter, il va te dire, bon, tu charges beaucoup de pages, tu charges beaucoup trop de pages, je vais te mettre des captchas, je vais te demander de vérifier ton numéro de téléphone. Enfin, en fait, il va te rajouter ce qu'on appelle de la friction utilisateur. Il va essayer de limiter l'activité des bots, en fait. Du coup, il va falloir plusieurs comptes, il va te falloir aussi plusieurs adresses IP parce que si
tu fais toutes tes requêtes depuis la même adresse IP, Twitter va commencer à se dire c'est bizarre. En gros, pour cette quest, du coup, on avait besoin d'adresse IP, on avait besoin de proxy, et il y a différents types de proxy. Les proxy data center et les proxy résidentiels. La différence entre les deux, c'est la qualité de l'IP en fait. C'est-à-dire qu'un proxy data center, tu vas avoir une IP d'un data center. Donc tu vas avoir une IP qui, quand on fait un IP lookup, en fait, on voit qu'elle appartient à AWS. Une IP résidentielle, quand on fait un IP lookup dessus, on va voir qu'elle appartient à un fournisseur d'accès Internet classique, donc Bouygues Telecom, AT&T, Orange, Free, enfin bref. Si je suis Twitter et que je te vois arriver avec ton IP AWS et que je te vois créer tes comptes avec ton IP AWS ou avec tes IP AWS, je vais me dire c'est bizarre. C'est encore plus bizarre. Parce qu'un utilisateur normal, il n'a pas une IP qui vient de chez AWS. Ouais. Du coup, ça c'est une IP de data center. Ce qui est super avec ce genre de proxy, c'est qu'ils sont vraiment pas chers, ils coûtent rien du tout. Par contre, ils sont un peu pourris parce que forcément, c'est des IP de mauvaise qualité, entre guillemets. Ils sont détectés rapidement. C'est ça. Tu veux ne pas être détecté au niveau de l'IP, en tout cas, ce que tu veux, c'est des proxys résidentiels. Donc des proxys qui sont achetés à des fournisseurs d'accès Internet. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Donc là, par exemple, si je vais sur Bright Data, donc qui est un des plus gros fournisseurs de proxy actuellement, là, si je vais des proxys résidentiels, on est à 5 € par giga. Un giga, ça part vite quand tu commences à télécharger des images. Quand tu scrapes juste du texte, ça va, mais des images, ça va très très vite. Des vidéos, c'est encore pire. Si tu veux des proxy data center maintenant, donc centre de données, là, tu vois, le prix est divisé par là, on est à 6 centimes par giga. C'est 100 fois moins cher. C'est ça. Et c'est pas juste Bright Data, sur les autres fournisseurs, c'est pareil, ils sont tous super chers globalement. Donc en fait, on s'est dit, bon, il nous faut des IP de data center, mais il nous faut des IP de data center pas chers. Et t'as un type de proxy qui te permet d'avoir des IP de data center pas chers. Des IP résidentiels plutôt. Des IP, excuse-moi, résidentiels pas chers. En gros, c'est les proxys 4G. Donc en fait, l'idée, c'est que tu prends ton téléphone et tu t'en sers de proxy. Donc l'idée, c'est que j'étais sur IP Info, en gros, il prend mon adresse IP, il va regarder un peu, il va faire un petit lookup dessus, donc il va me dire que là, j'ai une IP de Free, qui est mon opérateur mobile. Donc là, je suis uniquement en 4G. Donc là, vous voyez que mon IP a fini par 189. On va passer en mode avion. Hop, quelques secondes. Et maintenant, on va rafraîchir la page. Et donc là, mon IP finit maintenant par 74. Ce qui est cool avec le réseau mobile, en fait, c'est que tu peux changer d'IP en 2 secondes. Et du coup, si tu décides de faire des proxys avec ça, tu as accès à une pool d'IP résidentielle de très bonne qualité. Et en fait, le coût que tu as, c'est uniquement le coût au giga que tu payes avec ta carte SIM, quoi. Donc nous, c'est un peu ce qu'on a fait. Alors, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est pas un truc nouveau non plus, hein. En gros, on a fait une petite boîte dans laquelle on met donc des dongles 4G. Donc en gros, ce sont des cartes réseau, en fait. Des cartes réseau qui prennent une carte SIM et qui se permettent de se connecter au réseau mobile. Ça te coûte combien, ça, à peu près, par carte 4G? J'étais à 50 balles par carte, à peu près. Et donc après, tu mets une carte SIM dedans. L'idée, c'est qu'elles sont tous connectées en USB à un petit serveur qui se trouve derrière l'écran. C'est un genre de Raspberry Pi, en fait, c'est un single board computer. Donc l'idée, c'est lui, il agit comme gateway. À chaque fois que je vais taper cette gateway, selon le port où je tape, il va me faire sortir sur un des dongles, en fait. T'as un petit logiciel derrière, donc nous, on passe par Proxidize. C'est pas forcément les meilleurs, ils sont maintenant un peu chers. Mais t'en as plein, en fait, qui te permettent de faire tes proxys un peu en DIY comme ça. Mais sinon, tu peux même coder le truc toi-même si t'as vraiment envie. Du coup, l'idée, c'est que je tape la gateway, donc je tape l'adresse IP de mon petit serveur sur le port 2000, par exemple, et je vais sortir sur ce dongle-là. Et du coup, je vais sortir avec une IP 4G. IP 4G que je vais pouvoir faire tourner un peu comme bon me semble. J'ai plein d'IP 4G, un coût au giga qui est très très faible, et en plus, un autre avantage, c'est que les IP sont quasiment imbannables. Alors pourquoi elles sont imbannables? Parce que, en gros, pour éviter de passer à l'IPv6, nos fournisseurs d'accès Internet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une technologie qui s'appelle le CGNAT, donc le Carrier Grade NAT. Ce qui fait qu'en fait, potentiellement, sur une IP 4G, à la fin, on est 200. On est 200 avec la même IP publique. Ce qui fait que si je banne une IP 4G, potentiellement, je banne 200 mecs. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que toi qui as cette IP, il y a 200 autres mecs. Et donc c'est ça, parce que la nature du NAT fait qu'on est plusieurs avec la même IP publique. Du coup, tu as des IP de bonne qualité, résidentielles, un coût au giga qui est pas très très cher si tu le fais toi-même, et en plus, tu as des IP qui sont quasiment imbannables. Et du coup, c'est vraiment super pour le scrapping. Et c'est logique pour Twitter, par exemple, qu'il y ait plein de requêtes et plein de comptes de cette IP-là, parce qu'il sait que c'est une IP d'un opérateur téléphonique et que c'est normal qu'il y ait 200 personnes qui l'utilisent, donc c'est normal qu'il y ait 200 comptes différents. Exactement, et puis en plus, dans tous les cas, je peux même changer d'IP, parce que comme je t'ai dit, j'ai accès à une pool d'IP qui est quasiment, qui est absolument énorme, c'est-à-dire que j'ai accès à, je sais pas quelle taille font les pools d'IP honnêtement, mais je sais que je suis quasiment jamais retombé sur la même IP, parce qu'à un moment, je l'ai noté. Sûrement des milliers. Des milliers d'IP, quoi. Et en plus, ça, c'est un type de proxy, c'est ce qu'on appelle un proxy en back connect, c'est-à-dire que d'habitude, un proxy classique, en fait, tu l'achètes, on te donne l'adresse IP du proxy et tu t'y connectes directement. Là, en fait, c'est pas exactement pareil, là, on te donne une gateway, tu te connectes à la gateway, et c'est la gateway qui va, entre guillemets, choisir sur quelle IP tu sors, en fait. Donc, c'est un proxy en back connect. Ce qui fait qu'en fait, je peux dire qu'à chaque requête, en fait, je change d'adresse IP, par exemple. Et est-ce que tu l'as utilisé ou déjà, ou pas encore? Ouais, on l'a un petit peu utilisé. Alors là, comme tu peux le voir, elle a planté. Parce que, évidemment, c'est l'effet démo, mon Debian a décidé de cramer. Oui, il a du mal à booter. Mais bon, on l'a déjà utilisé pour faire un peu de scrapping avec, et honnêtement, ça marche super bien. Le seul problème qu'on a, je dirais, c'est que c'est un peu lent. C'est-à-dire que ce genre de dongle, ça monte jusqu'à 150 mégas par seconde, ce qui est pas mal en soi. Ouais. Le problème, c'est que c'est un débit théorique. Ouais. Et qu'en réalité, t'es beaucoup plus bas que ça. Et en plus, ça dépend de la couverture, si t'es loin d'une tour ou pas. Enfin bon. Un moyen de régler ça, ça serait d'utiliser des téléphones, en fait. Avec des téléphones Android, tu peux les router et faire qu'ils agissent un peu comme une clé 4G. Les téléphones Android sont bien meilleurs à capter la 4G que ce genre de petites clés. Est-ce que tu as une petite idée des stats, par exemple du nombre de requêtes par seconde ou du débit que tu arrivais à avoir sur 4 ou 5 clés? Dans des conditions optimales où j'étais
vraiment, où je captais vraiment bien et tout. Par clé, on arrivait à tirer à peu près 50-60 mégas. Donc ça faisait à peu près 200-300 mégas au total, quoi. Et sur 4 clés. Sachant qu'on pourrait en mettre plus. C'est juste que là, j'en ai mis que 4 parce qu'on n'avait pas forcément besoin de plus, c'était plus pour des tests. Et c'est quoi les difficultés que tu as eues en construisant ça Alors déjà, ça a été de trouver comment faire des proxys un peu en DIY parce que c'était un peu nouveau pour moi. Parce que d'habitude, j'ai acheté mes proxys comme tout le monde. Donc là, on s'est dit, on va essayer de les faire en DIY. Moi, j'ai mis ça dans une boîte et tout parce que je voulais que ça soit transportable. En fait, il y a 2 raisons. De un, je pense que ma mère allait me tuer si j'ai rajouté du bordel dans ma chambre. Et je me suis dit, ça serait pratique que ça soit transportable parce que je vais aller à l'école avec, puis après je vais la ramener chez moi, aller à l'école. Et si je dois désinstaller, réinstaller le matos à chaque fois, ça devient vite long. Du coup, on a fait ça dans une petite boîte. Et puis, je sais pas, je trouvais ça sympa aussi. Puis en plus, quand je me balade dans le train avec, on me prend pour un terroriste. Du coup, non, je te jure qu'on me regarde bizarrement quand je me balade avec. Avec la petite mallette nucléaire. Ouais, c'est un peu ça. Bon, j'ai aussi racheté quelques ports antennes. Alors, ils sont pas forcément placés idéalement, mais l'idée c'est qu'en fait, on peut étendre un peu la portée des dongles et optimiser un peu leur débit en rajoutant des antennes. Du coup, j'ai racheté des ports antennes SMA pour pouvoir brancher les antennes un peu dans le futur. Merci à l'école 2600 et ses étudiants pour m'avoir accueilli. Et pour ceux que ça intéresse, les inscriptions sont encore ouvertes pour l'année prochaine. Donc, je vous laisse un petit lien vers leur site dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois.